Bonjour. On va commencer. Donc, on va vous présenter les études de médecine. Donc, moi, je suis Natacha Cadlu, je suis hospitalo-universitaire à l'hôpital Necker. Et Elisa, qui est étudiante en 5e année et membre du conseil de pédagogie. Donc juste, vous allez avoir une conférence à 15h15, je crois, ou 45 sur les licences, les PASS-LAS. Mais juste pour vous faire un petit panorama, donc la 2e année de médecine, donc c'est le DFGSM2, donc diplôme de formation générale de sciences médicales, la 2e année. Donc pour y accéder, donc la 2e année de médecine, donc il y a en règle générale 70% des étudiants qui sont issus de PASS. 5% qui sont issus de la première année, en fin de première année de licence d'accès en santé. Et puis, on peut y accéder aussi soit en deuxième année, en fin de 2e année de LAS, ou par des passerelles. Alors, les passerelles, c'est vraiment, c'est généralement un niveau master, où il y a parfois même des étudiants ou doctorats. Généralement, les doctorats, ils rentrent en 5e année. En 3e année directement. Ça dépend du niveau de doctorat. Soit même des étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs. Il y a un panorama assez important et ça, c'est sur épreuve de titre. Où on peut accéder donc directement en DFGSM3, donc 3e année des études de médecine, en 3e année de LAS, ou aussi via des passerelles. Et ça, généralement, c'est des passerelles d'étudiants qui ont fait des études déjà d'un niveau très élevé, soit qui sortent diplômés de l'école polytechnique, de l'école normale supérieure ou des mines. Donc, c'est déjà un accès assez élevé. La plupart des passerelles rentrent en DFGSM2. Je vais essayer, Elisa, vous présenter le 2e cycle des études de médecine. Et puis moi, je vous parlerai de l'internat et de ce qui se passe après. Alors, du coup, pendant vos études de médecine, il s'est séparé en 3 cycles. En fait, dans la fac classique, vous allez entendre parler des licences master doctorat, mais en médecine, on ne parle pas de ça, on parle du 1er, 2e et 3e cycle. Donc, au 1er cycle, ça va être des matières qui vont être beaucoup plus fondamentales. Parfois, elles sont un peu... les étudiants ne comprennent pas trop, quand ils arrivent en 2e année, pourquoi il y a autant de sciences fondamentales, etc. Mais c'est vraiment pour poser les bases et de savoir tout ce qui fonctionne bien, comment le corps fonctionne quand il fonctionne bien. En fait, c'est ça les premières années de médecine. Et donc, il y a moins de stages. La médecine, elle arrive progressivement, mais c'est assez orienté... le fonctionnement du corps classique, et vous allez vous rendre compte que finalement il y a plein de sciences fondamentales dans tout ça. Ensuite, le 2e cycle arrive, et le 2e cycle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque c'est le cycle du 2e concours que nous allons avoir, c'est-à-dire le concours qui va déterminer votre spécialité et votre lieu d'apprentissage de votre spécialité. Donc ça s'appelle le concours ED, donc l'examen dématérialisé national, mais voilà. Donc il y aura cette première partie qui est tout l'enjeu en fait de la préparation du 2e cycle, où là il y a des stages, beaucoup de stages, on apprend beaucoup de cliniques, on rentre vraiment dans la médecine. Parce que le 1er cycle, il va y avoir un petit stage une fois par semaine. Ensuite, la 3e année, il va y en avoir pendant quelques demi-journées, la moitié de l'année, et ensuite on arrive à partir de la 4e année, ça y est, on est employé de l'hôpital, on fait 12 mois en temps partiel, et ça pendant 3 ans à peu près, mais avec la réforme, on va voir après, ça change un peu. Donc le 2e cycle, c'est l'entrée dans la médecine, c'est là où vous commencez vraiment à être autonome au sein des patients. Et enfin, vous passez ce concours-là qui va déterminer votre spécialité et votre lieu, et vous rentrez dans l'internat, qui est le 3e cycle, du coup. Donc, oui, là, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Finalement, le 1er et la 2e année, c'est beaucoup de sciences biomédicales et avec, voilà, au fur et à mesure, en fait, on agrandit la part des sciences cliniques et on va diminuer la part des sciences fondamentales. C'est ce que résume cette diapo en vous mettant un peu tout ce qu'il y a. Et vous avez également, en 2e et en 3e année, ce qu'on appelle un parcours d'initiation à la recherche qui va vous initier à certaines matières qu'on peut voir dans, cette fois-ci, des masters classiques de sciences fondamentales. Donc, il y a plusieurs modalités d'enseignement à l'Université Paris-Cité.
On a la chance en fait d'avoir donc il y a les enseignements théoriques qui sont hybrides, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous pouvez pas vous déplacer à la fac, si vous êtes trop loin, suivre cet enseignement sur Zoom en direct, et c'est en même temps, donc c'est la retransmission de ce qui se passe en cours. Ensuite, vous avez des sessions en sous-groupe, c'est ce que vous connaissez peut-être au lycée avec les TP, etc. Voilà, c'est pas tout le monde, avec des plus petits groupes où c'est plus intimiste, on va dire ça comme ça, et plus facile de poser ces questions et de comprendre plein de choses finalement. Il y a des ressources qu'on appelle le Moodle, où vous avez tous vos cours dessus pour reprendre toutes vos diapositives. Des petites capsules vidéo. Donc les capsules vidéo, c'est, on va par exemple pour essayer de comprendre comment fonctionne l'excrétion de l'eau par le rein. Voilà, vous allez avoir une petite vidéo pendant 10 minutes qui va vous expliquer comment ça fonctionne, etc. Tout ça, ce sera sur le Moodle. Et au premier cycle, donc en deuxième et troisième année de médecine, vous avez des référentiels qui sont faits par les enseignants pour les partiels, pour qu'il y ait moins de divergences. Donc vous allez pouvoir aller en cours avec votre référentiel et annoter le référentiel, et il n'y aura pas besoin finalement de tout noter à chaque fois de ce qui est dit en cours. Et quand on arrive donc dans le deuxième cycle pour le concours national, c'est des livres que vous avez peut-être déjà vus. C'est des livres rouges ou d'autres couleurs, mais souvent ils sont rouges, qui sont ce qu'on appelle des collèges. C'est un peu les référentiels nationaux. Voilà, c'est sur ça le principal lieu de travail. Et donc il y a les enseignements pratiques. Quand vous allez arriver en deuxième année, vous allez avoir votre stage infirmier pour commencer à vous familiariser avec l'hôpital. Ensuite, il y a les stages de sémiologie. Donc sémiologie, ça vous parle peut-être pas comme ça, mais en gros, c'est l'étude des signes cliniques. Quand le monsieur vient vous voir, ah j'ai mal au ventre ici, ah bah il a mal à l'estomac, ah mais il a mal, c'est que ça va dans le dos, ah mais en fait il a peut-être une pancréatite. Enfin, ça va vous expliquer comment, avec la plainte du patient, vous allez pouvoir arriver à un diagnostic. C'est ça la sémiologie. Donc vous allez avoir des stages avec des profs qui vont vous expliquer tout ça. Et au lit du malade, avec les vrais patients. Ensuite, en DFGSM 3, donc en troisième année, c'est pareil. On a des stages complètement d'immersion, juste avant de commencer l'externat, qui est le second cycle. Le service sanitaire, que vous avez peut-être déjà vu dans votre lycée, vous allez aller soit dans des lycées, dans des écoles. Moi, personnellement, c'était pendant le Covid et j'ai fait dans ma ville avec des personnes âgées sur le Covid. Mais vous allez pouvoir aussi un peu avoir de liberté, mais ça reste en général dans des écoles. Il y en a qui vont même dans des prisons. Et puis ensuite, l'externat. Donc là, c'est à temps partiel, tous les jours. Vous êtes à l'hôpital le matin et l'après-midi, il y a les cours et le travail personnel. Et maintenant, avec la réforme, il va y avoir en sixième année, les stages vont être à temps complet, puisque les écrits sont passés en début de sixième année. Et après, ça va être qu'en stage, comme en fait des vrais internes, des vrais médecins, toute la journée avec l'équipe médicale. Et il y a des ateliers de simulation avec des mannequins, etc., comme vous avez pu voir, souvent vu à la télé. Et c'est au 7e étage des Saint-Père, qui est à Saint-Germain-des-Prés. Donc il y a des doubles cursus intégrés, c'est-à-dire que si vous êtes féru de sciences et en même temps vous voulez faire de la médecine, vous avez la possibilité de faire les deux. Donc c'est évidemment des cursus qui sont sélectifs, ils prennent certains profils, donc c'est à préparer si vous souhaitez faire un double cursus. Il y a le programme médecine-sciences, et le programme médecine-sciences où en deuxième année vous allez avoir des cours de sciences, complètement de sciences fondamentales, et ensuite en troisième année vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des UE de Master 1 et un stage en laboratoire pendant l'été. Et tout ça, ça va vous mener vers un Master 2 en césure. Parce que pendant vos études de médecine, vous avez le droit de faire des césures, donc pour plusieurs raisons, dont pour faire un Master. Et ce Master, vous avez le choix de le continuer en faisant une thèse précoce. Donc en gros, vous avez fait 3 ans de médecine, vous faites une pause avant le deuxième cycle, vous faites votre Master, et ensuite vous faites encore une pause de 3 ans en plus, vous faites un doctorat, et vous revenez en médecine en 4e année. Ça s'appelle la thèse précoce. Et vous avez le choix aussi de revenir en médecine en 4e année après seulement 1 an de césure et de faire votre thèse plus tard. Voilà. Donc, il y a aussi Il y a aussi la possibilité de faire des doubles parcours ingénieur ou associé, où en fait, pareil, vous faites une pause, vous faites une école d'ingénieur. Donc, il y a plusieurs partenariats, notamment, qui sont réalisés avec des grandes écoles type mine, pont, et où
peut obtenir un double diplôme médecine et ingénieur, ce qui peut avoir quand même un énorme attrait, pas si on veut être médecin généraliste ou cardiologue, mais surtout si après on veut travailler dans l'industrie, des choses comme ça peut être très très intéressant comme profil. Voilà, exactement. Et vous avez aussi, vous allez pouvoir passer le concours de l'ENS de médecine sciences, et il y a vous le verrez, possibilité de faire médecine humanité. Il y a également des enseignements complémentaires qui permettent de vous faire de la médecine humanité, voilà, avec de l'éthique, etc. La philo, si vous êtes plus littéraire, il y a aussi différents profils en médecine. C'est vrai que c'était pas assez difficile, médecine. Ouais, comme si c'était pas assez difficile, c'est ça. Mais bon, on est polyvalent, à la fin on s'ennuie quand on fait qu'une seule chose. Alors ensuite, donc la réforme du deuxième cycle, peut-être que ça vous parle, peut-être pas, donc c'est ce que je vous disais. Maintenant, pour le concours avant on le passait à la fin de la 6e année, c'était un concours avec que des QCM, où il y avait un énorme nombre de questions, et où il fallait apprendre beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est presque la même chose, sauf que le concours, il est plus tôt, et il y a des connaissances en moins, et elles sont hiérarchisées, donc attention, c'est un peu technique. En fait, vous allez pouvoir, en très bref, travailler plus ou moins des matières pour choisir tel ou tel spé. Voilà. En très bref, c'est ça, et je pense que si vous êtes en médecine, vous entendrez bien parler assez. Oui. Voilà. Et donc le gros changement, c'est qu'il n'y a plus que de l'écrit. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des écos. Donc en fait, les écos, c'est un peu un oral où vous allez être devant un patient simulé ou devoir faire des gestes, etc. Donc il y a une partie pratique en fait qui est rajoutée. Et il y a aussi le parcours. Donc le parcours, c'est par exemple si vous faites de l'associatif, si vous travaillez à côté, si vous êtes super fort en anglais, que vous passez des diplômes d'anglais, si vous allez en Erasmus, etc. Ça compte dans le parcours, ça vous fait des points et ça vous fait une note à la fin qui va compter pour 10%. Et en général, la note, elle se sature, donc les étudiants l'atteignent assez facilement dans le cursus. On ne fait pas que de la médecine en général. Voilà. Et à la fin, il y a un classement. Oui, il y a un classement encore. C'est pas fini après la passe et la LAS. Là, c'est vraiment le classement de la vie quand même. Pas exagéré. Donc, ensuite, ce classement qui est de la vie, en fait, les gens sont toujours contents à la fin quand même, hein, quel que soit leur classement. Même ceux qui sont déçus au départ, ils sont quand même contents. Ça va permettre de choisir son DES. Donc ça, c'est au 3e cycle. C'est quand on va devenir interne et donc c'est mini-docteur à l'hôpital, globalement. Donc là, on va choisir, soit on peut choisir plusieurs DES. Il y a 44 DES au total. Il y a un DES de biologie médicale avec différentes options au départ qui permettent de s'orienter plutôt vers la virologie, vers d'autres choses. 3 DES de spécialité chirurgicale, dans lequel il y a aussi des options pour être vraiment dans la chirurgie hyper spécialisée, et 30 DES de spécialité médicale, avec aussi, pareil, des options. L'internat a augmenté d'une année récemment avec la réforme du 3e cycle et maintenant dure 6 ans, mais un peu plus structuré. Il se déroule en 3 phases. Il y a une première phase qui est la phase socle, où il y a un vrai contrat d'apprentissage. L'interne qui arrive est plus envoyé très loin. Il est vraiment proche de ce qu'on appelle le coordonnateur, c'est-à-dire un peu le chef de la spécialité dans la région, et qui va pouvoir faire avec lui son parcours un peu personnalisé en fonction de l'orientation qu'il va avoir. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on choisit notre spécialité tout de suite en fin de 2e cycle, en fait. Hein. Quand on est interne, la première année, on a déjà choisi notre spécialité. Il y a possibilité de changer, mais c'est pas toujours si simple de changer en cours de route. Ensuite, il y a une autre phase dont les durées sont variables en fonction des spécialités, qui est la phase d'approfondissement. On va dire que c'était le rôle de l'interne avant, c'est-à-dire qu'il est dans les services, il fait fonctionner le service, bien sûr, toujours sous la responsabilité des seniors. Hein, ils ne sont jamais tout seuls laissés complètement à l'abandon. Et à la fin de cette phase d'approfondissement, ils passent leur thèse, de ce qui est l'équivalent de leur thèse de médecine. Mais l'internat n'est pas encore fini. Après leur thèse de médecine, ils ont une autre phase qui est une phase de consolidation dont la durée est aussi variable en fonction des spécialités. Pour la médecine générale, c'est 3 ans pour l'instant, après le concours, entre guillemets, qui ne s'appelle plus un concours. Et puis, pour certaines spécialités médicales ou chirurgicales, c'est 6 ans.
Et bien sûr, après, ça peut ne pas être encore fini. Il y a souvent besoin de faire, notamment pour les spécialités médicales ou pour l'accès au ce qu'on appelle le secteur 2, c'est avoir le droit de faire des dépassements d'honoraires. Il faut pouvoir encore continuer sur ce qu'on appelle l'assistanat ou le clinica. C'est un médecin en responsabilité mais dans un service hospitalier, dans un service hospitalier. Alors, quand on fait médecine, on a toujours un peu, on voit plutôt souvent deux choses, soit on est en cabinet, soit on est à l'hôpital, mais il y a vraiment une possibilité d'exercice très variée. Donc, on peut travailler à l'hôpital. À l'hôpital, on peut être à temps plein, à mi-temps. On peut être praticien hospitalier, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins qu'à l'hôpital. On peut être enseignant en parallèle, donc on est hospitalo-universitaire. On peut travailler en libéral. Mais en libéral, ça peut être dans une clinique. Il y a des cliniques qui ont le même fonctionnement que l'hôpital. Ça peut être en libéral vraiment qu'en cabinet. On peut avoir travailler dans le service d'urgence, donc le SAMU, SOS médecins. Travailler dans les institutions politiques un peu plus structurelles comme l'HAS. Donc c'est la Haute Autorité de Santé. On a entendu beaucoup parler avec le Covid, ou l'Agence nationale de sécurité des médicaments, les ARS aussi. On peut travailler dans toutes ces choses-là. On peut faire de la médecine humanitaire. On peut travailler dans l'industrie, dans la pharmaceutique. On peut devenir quasiment exclusivement chercheur. Il y a des médecins qui ne font plus que de la recherche. On peut travailler dans les laboratoires d'analyse médicale. On peut devenir médecin du travail dans une grande entreprise. Ou dans une petite entreprise d'ailleurs. On peut travailler en PMI, en médecine scolaire. Il y a vraiment un exercice qui peut être très large. On peut même être journaliste. On a déjà vu quelques-uns sur les plateaux télé. Voilà. Alors, il y a quand même, c'est une profession. Donc, la première contrainte de cette profession, c'est ces études qui sont quand même longues, mais on a besoin de savoir beaucoup de choses pour exercer une médecine de qualité. Mais il y a aussi d'autres contraintes de la profession. C'est un métier qui demande quand même un investissement en termes de travail. Il y a une obligation de continuité des soins, même si on est en libéral. On ne peut pas partir si son patient est là et qu'il ne va pas bien. Hein. On ne peut pas laisser à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des gardes de nuit, des astreintes de week-end, notamment pendant toute sa formation. Ça, c'est au moins à ce moment-là. On a une responsabilité, on a une pression même personnel, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même envie de soigner tous les patients qui viennent nous voir. Ça peut être stressant, ça peut être fatigant. Après, c'est assez exaltant aussi, hein, parce que cette pression est aussi plaisante, il ne faut pas le nier. Il y a une lourdeur administrative, et ça, vous l'entendez souvent dans les médias. Il y a beaucoup de papiers à remplir tout le temps, qu'on soit en libéral ou à l'hôpital d'ailleurs. Il peut y avoir des contraintes financières, c'est-à-dire quand on s'installe, il faut parfois, si on fait de la radiologie, il faut pouvoir investir dans du matériel. En fonction de ce qu'on va faire, on peut avoir besoin de faire des investissements importants. Et puis, il y a le choix de la spécialité qui peut être difficile, et du lieu d'exercice. Parce qu'en 6e année, parfois, on peut avoir un conjoint, on peut avoir déjà une vie, et puis d'un coup, on se retrouve séparé par ce concours en fonction de comment on a travaillé. Et puis, on a aussi le droit de ne pas avoir envie de partir, même si on est tout seul, ou de changer de mode de vie. Et puis, on choisit pas forcément sa spécialité autant qu'on le voudrait, ne serait-ce que pour ce concours. Mais globalement, j'ai quand même l'impression moi, tous ceux que je connais qui ont loupé éventuellement la spécialité qu'ils voulaient faire, ils se retrouvent toujours plus ou moins contents. Ils arrivent même à dévier sur d'autres choses en fonction, sur d'autres voies auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Alors, il y a quelques idées reçues qui sont fausses. Alors, il y a plein de gens qui pensent qu'une fois qu'on est en 2e année de médecine, c'est la fête et qu'il n'y a plus besoin de travailler, qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, on est quasiment sûr de pouvoir exercer la médecine. Après, il faut quand même continuer à travailler, notamment du fait de ce nouveau concours, qui n'est pas le concours, cet examen dématérialisé qui a mis un seuil, c'est-à-dire qu'on ne peut plus... les gens qui sont mauvais ne seront pas derniers dans le classement et n'iront pas faire une spécialité pas forcément souhaitée, à un endroit pas forcément voulu. Ils devront repasser jusqu'à avoir une note seuil qu'on considère pour ce qu'on appelle les notes de rang A, ou ce qu'on considère qui doit être obligatoire pour ne pas tuer les gens, en tout cas pour les sauver s'il y a un problème grave. Et donc, il y a une note seuil que tous les étudiants devront avoir. Donc, on ne peut pas se laisser aller à partir de la 2e année jusqu'à la fin de ses études. Et puis, on ne choisit pas ce qu'on veut puisqu'il y a ce concours de fin d'études.
Beaucoup de pensent parce que la deuxième et troisième année sont faciles et ça n'est pas si facile que ça. Les jurys d'examen nous ont montré qu'il y avait quand même beaucoup d'étudiants qui passaient au rattrapage en deuxième et troisième année, notamment parce qu'ils pensent que c'est facile. Mais là, il y avait 70% en session 2, en deuxième session après les premiers examens, donc en rattrapage. Ça paraît plus facile s'il n'y a pas en fait, il y a la baisse de pression du concours, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre encore. Donc, c'est pas si facile que ça. Pareil, donc ceux qui pensent que l'exercice libéral, c'est exercice libre, pas complètement, puisque malgré tout, même les gens qui ont un exercice libéral sont payés par la sécurité sociale. Il y a les actes étant remboursés par l'État, on est quand même redevable de certaines choses. On ne peut pas mettre les tarifs que l'on veut, et on a des obligations de prendre tous les types de patients. Enfin, ça, c'est le serment d'Hippocrate après. Pareil, donc ceux qui pensent que quand on est médecin, on va forcément être très riche, je pense que cette idée reçue retombe un petit peu, mais il y a encore cette idée-là. Alors, faut pas le nier, on n'est pas, on n'est pas à la rue, hein, mais c'est quand même, ça demande beaucoup de travail. Et puis en début de carrière à l'hôpital, on n'est pas forcément toujours très bien payé. Puis en libéral, ça va dépendre des spécialités. Il y a des spécialités qui vont être dites plus rentables que d'autres, mais le prix des consultations n'est pas si important. Si on veut faire un bon exercice, il faut il faut pouvoir prendre son temps avec les patients. Et puis bon, le but n'est pas d'être rentable en effet. Voilà. Et puis pareil, donc ça on le sait bien, le médecin est plus maître de la relation avec son patient comme il y a 50 ans. Les patients ont un accès aux informations médicales, ils ont souvent beaucoup de questions à poser, on ne peut plus arriver de façon très autoritaire en disant aux patients c'est comme ça et puis les patients écoutent. Ça n'existe plus, hein. Il faut expliquer, on a besoin de faire de la pédagogie et je pense que c'est une bonne évolution de la médecine en partie, ça permet aussi à nous remettre en question. Alors, pour être médecin, il faut avoir quelques qualités qui sont variables en fonction des spécialités, mais globalement, il faut être plutôt travailleur, ça c'est sûr, ne serait-ce que pour faire les 12 ans d'études pour y arriver. Même quelle que soit la spécialité, il faut quand même avoir un intérêt pour les relations humaines. Alors, quand on est en laboratoire, peut-être moins, mais en même temps, il faut parler avec ses collaborateurs médecins qui sont en ville, donc c'est aussi important malgré tout. Il faut avoir de l'empathie, c'est-à-dire il faut pouvoir se mettre à la place des patients, parce que parfois, leur demande n'est pas forcément évidente. Et puis, il faut pouvoir se mettre à leur place, dans leur contexte social, dans leur peine, dans leur inquiétude. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut avoir un sens de l'éthique, bon, ça et du devoir. Il faut avoir un peu surtout dans les métiers où on va faire de l'urgence, de la chirurgie, des choses comme ça, il faut avoir un peu de sang-froid et puis une maîtrise de soi. C'est important d'avoir confiance en soi, mais c'est aussi important de douter, parce qu'on peut pas, tout n'est pas fait que de certitude en médecine, hein. Il y a beaucoup de choses, ça reste une science pas complètement dure, hein, ça reste quand même beaucoup empirique. Et puis, il faut être rigoureux, il faut toujours se remettre en question et puis aller au bout des choses et pas prendre le premier diagnostic qui nous vient parce que c'est facile. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, quel est l'avenir? Donc, l'avenir de la profession médicale, j'espère qu'il sera bon. Ça va dépendre. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il va y avoir probablement l'arrivée de nouveaux professionnels de santé. On le voit avec notamment certaines spécialisations infirmières, des changements d'orientation, des passerelles entre les différentes spécialités médicales et paramédicales. Il y a le rôle donc, des technologies et de l'information. En fait, on voit avec le Covid, je pense que tout le monde était médecin un peu. Hein, donc, il y a aussi toutes ces interactions-là. Il y a aussi le rôle des pathologies émergentes, donc là, qui n'est pas sur la diapo, et puis aussi de l'environnement et de la santé. Donc ça va arriver. Il va y avoir beaucoup d'interactions avec cette partie-là. Et puis, il faut s'adapter à l'innovation et ça va vite et ce n'est pas forcément notre formation. Et donc, il y a toute l'intelligence artificielle qui va arriver, même pour le diagnostic. Il faut qu'en tant que médecin, on sache s'emparer de tout ça parce que ça ne va pas forcément être... Il ne faut pas se laisser dépasser en tout cas parce que c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Voilà, si vous avez, je ne sais pas si vous avez vous pouvez poser des questions. Bonjour. Oui. Je voulais savoir quel est le mode de sélection pour les LAS pour accéder aux études de médecine.
Est-ce que vous faites ça, vous allez avoir il va y avoir une conférence sur le PASSLAS après. D'accord. Ok, merci. Ils auront plus de compétences que nous. Oui, alors c'est l'ONDPS qui détermine le nombre de places par an dans chaque spécialité. Et il y a un nombre de places chaque année, puis il y a un classement. Alors maintenant, il va y avoir des pondérations, c'est-à-dire que c'est plus un classement net, le premier choisi. Et il va y avoir, en fonction des choix qu'ont fait l'étudiant, pour les notes, il y a certaines notes qui auront un coefficient plus important, selon s'il veut faire psychiatrie ou chirurgie. Voilà, donc, et après, là-dedans, il y aura un classement qui fait qu'après, donc l'étudiant va choisir, mais c'est toujours en fonction de la note finale. Et après, c'est aussi avec la ville, c'est-à-dire c'est un double choix. C'est-à-dire si les gens veulent faire, s'ils préfèrent Paris à chirurgie ou à cardiologie, voilà, c'est un peu. Mais il y a ces doubles choix, mais en effet. Du coup, je voulais savoir si c'était possible de faire une double spécialisation en chirurgie. Non, on ne peut pas faire. Alors, il n'y a pas possibilité de faire 2 DES. En revanche, il y a des options. Il y a des options ou ce qu'on appelle des FST. Par exemple, moi, je parle pour ma spécialité. On peut faire une chirurgie et puis une autre surspécialisation, par exemple, sur le sommeil ou sur. Voilà, il peut y avoir un peu des croisements entre les spécialités, mais on ne peut pas faire 2 spécialités en même temps. C'est déjà difficile, hein. Et je voulais savoir aussi, après avoir été chirurgien, s'il y avait des études pour être professeur en fin de carrière. Alors, en fait, à partir du moment où on est en médecine, après on fait ce qu'on appelle un clinica, c'est un deuxième, on fait après à l'hôpital, et ensuite on peut devenir professeur quelles que soient les spécialités en médecine. Mais c'est un cursus particulier, c'est-à-dire qu'après, il faut faire un master et une thèse de sciences. Et puis après, c'est un concours de la fonction publique. Donc, il faut passer le concours avec d'autres personnes qui veulent faire la même chose. Mais moi, je suis chirurgien et professeur, tu vois. D'accord. C'est possible. Oui, je voulais savoir, en fait, si ce fameux concours qui permet de choisir sa spécialité, est-ce que, en fait, il est national, du coup ? Oui. Il est national, oui, c'est complètement national. C'est pour ça qu'on travaille sur des référentiels nationaux, enfin communs à tout le monde. Oui, on a tous le même le référentiel. Il y a un référentiel qui est fait par les professeurs de la spécialité pour chaque spécialité et qui sert de programme pour tout le monde. Et c'est le livre corrige en fait tout ce sur quoi on peut être interrogé. Pour ceux qui veulent sortir, du coup, il faudra sortir par la gauche, du coup, la sortie qui est là-bas, celle que je montre là. Est-ce que c'est possible de faire des DU pendant après la 6e année de médecine ? Alors, on peut faire des diplômes universitaires du début des études de médecine jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est possible dès la première année ? Oui, première année, non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, oui, mais dès la 2e année, c'est possible. Le DU n'a aucune valeur diplômante. Hein. C'est quelque chose. Non, alors, ça peut donner des points de parcours qui te permettent pour le concours de l'internat de gagner des points, mais ça n'a aucune valeur diplômante derrière. C'est-à-dire que c'est pas reconnu. Ça te donne une formation, par exemple, c'est intéressant. Si tu fais une spécialité de cardiologie, s'il y a un diplôme, on va t'apprendre vraiment comment tu coagules une partie du cœur pour empêcher de faire des troubles du rythme. Tu peux faire un truc là-dessus et on va t'apprendre que ça. Ça a un intérêt vraiment de formation plus que de diplôme. Les seuls diplômes qui sont validants, il y a les diplômes des études de médecine et après, c'est les masters. Tu peux faire voilà, ça, c'est un vrai... c'est une valeur. Et j'avais aussi une seconde question, c'est est-ce que si on fait Erasmus pendant les années de médecine, c'est une année de césure ou c'est toujours... Non, tu peux valider, il y a des contrats et donc on voit, il faut que tu valides ce que tu devrais faire en France. Et même que des fois, ils demandent, il n'y a pas d'équivalence pour certaines matières, il faut revenir en France quand même pour passer ce qui manque. Ah, ok. Mais en général, ça se passe très bien. Non, c'est super, on a même des partenaires... Pour certains étudiants, c'est sur sélection, pareil, mais il y a des partenariats avec, en dehors d'Erasmus, avec des universités. Il y a Dallas, on a quoi d'autre on a plusieurs universités dans plusieurs pays avec lesquels on est partenaire. Et vous pouvez avoir des parcours fléchés.
Et notamment à Dallas, ça permet de ne pas payer les frais d'inscription, qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Hein. Ouais, bah forcément. Merci beaucoup. Alors, on va devoir terminer la conférence.